Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète La femme de ta vie. Zou. Donc ce soir nous sommes Les os. samedi 13 novembre 2021, il est déjà 22h59. Ouais. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je ne vais pas vous parler d'un film, mais de deux films. Les deux premiers films d'une trilogie. Ou d'une quadrilogie. Normalement c'est une trilogie, mais j'ai entendu parler qu'il y avait d'autres films qui seraient éventuellement connectés dans le même univers. De quoi vais-je vous parler? D'un premier film et de deuxième film. Ils font peur. Oui, mais pas que. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Ce soir, je vais vous parler de Cloverfield 1 et... Non, Cloverfield, pas chlorophylle. Et Cloverfield 2 qui s'appelle 10 Cloverfield Lane, ou plutôt 10 Cloverfield Lane. Alors Lane, c'est quoi? Ligne 10 peut-être? Ou à 10 km de Cloverfield, c'est possible. Non. Attends. Ça passe pas du tout. Oui, mais pour pas se faire spoiler, puis j'ai évité de me faire spoiler des choses, donc là c'est juste, là je parle du titre en fait. Parce que je vais faire attention aussi en lisant Wikipédia, mais je voulais pas rien me faire spoiler avant de parler du DVD. Mais rien, alors on a vu le film, on a vu le premier film Cloverfield, on l'a vu hier. Moi c'était la deuxième fois que je le voyais, deuxième ou troisième fois je sais plus. Et 10 Cloverfield Lane ce soir c'était la première fois que je le voyais. Et donc du coup là on va vous parler d'abord des deux films sans spoiler, donc sans souci. Et puis après à la fin de la vidéo, donc ça sera la rubrique spoiler, donc là il y aura pas mal de choses à approfondir. C'est des films assez intrigants, donc il y a beaucoup de choses à dire, et donc c'est vrai que j'ai envie d'en parler, mais j'aimerais ne pas spoiler. C'est pour ça que je ferai une seconde rubrique à la fin de la vidéo qui sera intitulée rubrique spoiler, et là on pourra se permettre de dire plus des choses en détail. Oui, tu voulais dire Zou? Zou, toi c'était la première fois que tu voyais ces deux films? Oui. Alors ce week-end, c'est un week-end thématique le Cloverfield. Donc si hier soir on a vu Cloverfield 1 et que ce soir on a vu 10 Cloverfield Lane, qu'est-ce qu'on va regarder demain soir? Cloverfield 3. Mais ça s'appelle pas comme ça, mais c'est la suite quoi. Oui, mais en même temps j'ai dit tout à l'heure que c'était une trilogie, donc bref. Donc de quoi ça parle? Alors, je vais déjà lire les synopsis. Alors pour Cloverfield, alors c'est bizarre parce qu'ils ont inversé en fait. Ils ont mis l'image du 2 au-dessus et l'image du 1 en dessous, donc c'est pas très logique. Et il y a ce petit logo 16 pour le Peggy 16, tout ça, qui est un logo qu'on voit souvent pour les éditions belges. Donc je crois qu'on a l'édition import belge, il me semble. Parce que c'est pas la signalétique habituelle française, et j'ai déjà vu ça sur des boîtiers d'un import belge. Et donc du coup si c'est bien une édition belge, nos amis les Belges donc du coup ont pour leur édition inversé Cloverfield 1 et 2. Même à l'intérieur du boîtier en fait ça se présente comme ceci, et à gauche on a le 2 et à droite le premier. C'est un choix, pourquoi pas. Bon, après on les a vus dans l'ordre qu'il fallait, donc d'abord Cloverfield et après Cloverfield Lane. Alors hier soir on a vu Cloverfield. Alors ils nous disent produit par J.J. Abrams, entre parenthèses Lost, mais on pourrait citer également French, ou alors Star Wars. Donc produit par J.J. Abrams et réalisé par Matt Reeves, Cloverfield s'impose comme la sensation de 2008, en révolutionnant le film catastrophe. Plus d'1h30 de bonus, scène coupée, fin alternative. Ah, on n'a pas vu le fin alternative, ça aurait peut-être été intéressant hein, pour le premier. Le making-of de Cloverfield, commentaire du réalisateur Matt Reeves, bonus caché enquête sur le projet classé secret défense intitulé Cloverfield. Et pour le deuxième film, 10 Cloverfield Lane, l'extérieur est dangereux, l'intérieur est terrifiant. Dans ce nouveau thriller produit par J.J. Abrams, après un terrible accident de voiture, Michel... Non, c'est moi qui me suis planté. Après un terrible accident de voiture, Michel, entre parenthèses, Mary-Elizabeth Winstead, Die Hard 4, Retour en enfer. Elle se réveille dans le bunker d'Howard, John Goodman, Argo, The Artist, mais on aurait pu citer aussi la série Community, ou Le Petit Monde des Borrowers, ou qu'est-ce que ça dit? Roseanne.
Enfin voilà, c'est un acteur ultra connu, John Goodman. Euh, et plein d'autres trucs, mais on verra tout à l'heure, c'est peut-être sa fiche Wikipédia. Ouais, les pierres à feu. Alors, John, donc, elle se réveille dans le bunker d'Howard, John Goodman, un ancien marine, qui prétend lui avoir sauvé la vie. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'une attaque chimique d'envergure rend inaccessible le monde extérieur. Cependant, ses actions de plus en plus suspicieuses vont finir par semer le doute dans son esprit et elle va décider de s'échapper pour découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Alors, c'est vraiment deux films très particuliers. Alors, je ne parlerai pas du troisième parce que je l'ai encore jamais vu et ça, on le découvrira demain soir. Donc, du coup, on en reparlera demain soir. Alors, on va essayer de résumer en premier temps donc Cloverfield 1 et 2 sans spoiler. Puis après, on ira voir les fiches Wikipédia et la disponibilité DVD. Et après, on passera sur la rubrique spoiler. Alors, pour résumer le premier film, donc déjà, on est sur un type de vue à la caméra. Donc, c'est un phénomène qui a un système de au niveau technique de caméra, tout ça, qui existe depuis peut-être très longtemps, mais en fait qui s'est surtout fait connaître lors du film Le Projet Blair Witch, du premier film. Le système de la caméra, où en fait tout est vu à travers une caméra. Donc du coup ça a été repris pour le premier film Cloverfield. Alors je préviens d'avance, pour le deuxième film c'est filmé plutôt de manière traditionnelle. Ce type de vue a été fait que pour le premier Cloverfield. Et ça a été repris ensuite par pas mal de films, notamment les films REC. Je parle des films espagnols d'origine, dont j'avais vu le premier que j'avais adoré. J'avais vu le remake américain que j'avais trouvé assez mauvais. Et puis après, j'ai pas vu les suites. Donc, mais bon, voilà. Ça a été quand même pas mal à la mode à un moment donné. Et tous les grands films hollywoodiens faisaient un film avec ce système de caméra. Puis finalement, les gens en ont eu marre et ils ont arrêté. Donc voilà, donc le premier film Cloverfield, donc c'est uniquement par l'intermédiaire d'une caméra. Donc dès le début du film, on apprend d'après, parce qu'il y a des lignes de texte qui apparaissent à l'écran, que c'est une caméra. Enfin, on le devine quoi, à travers les quelques informations qui nous sont dévoilées, que c'est un enregistrement d'une caméra qui a été retrouvé et que quelqu'un visionne. Et du coup, pourquoi et qui visionne cette caméra? Peut-être qu'on le savait dans le bonus caché que l'on n'a pas regardé. Du coup, ça serait peut-être bien un jour de creuser les bonus cachés de Cloverfield. Mais bref, donc quelqu'un visionne cette caméra-là, et évidemment, au début peut paraître un peu décousu, puisque en fait, le film va démarrer sur une histoire de fête, comme un genre de pot de départ. Une petite fête qui est organisée par une bande d'amis et quelques personnes de la famille d'un gars qui s'appelle Rob, diminutif de Robert, c'est ça, hein, je crois. Rob. Et ce gars-là, donc, il doit partir travailler au Japon, donc un des rêves de sa vie, et donc il a réussi à négocier un contrat et un poste, donc il va partir quitter les États-Unis pour le Japon, pour devenir président d'une société de on sait pas trop quoi. Bref, ce qui est important, c'est plutôt le contexte, c'est la petite fête. Donc dans cette petite fête, là, il va y avoir le frère du gars, le gars en personne évidemment, donc ce serait con de faire une fête pour lui sans qu'il soit invité. Donc il y a le gars, il y a le Rob, il y a son frère, il y a ses amis proches. Même si après elle sera ailleurs dans notre endroit, mais pendant une partie de la fête, dans le début de la fête, il y a son ex aussi, il me semble, qu'elle était présente. Ouais. Même si, parce qu'ils ont une histoire, et puis en fait, après, il s'est expliqué après, mais. Oui, non, mais elle est présentée dans le début du film comme son ex, hein, donc parce qu'ils étaient en plein moment de rupture. Du moins, c'était en cours de. Il y avait eu un seul truc entre eux. Oui, mais bon, voilà. Donc bref, il y a le Rob, il y a son frère, il y a ses amis proches, peut-être quelques connaissances, et puis une fille avec qui il a eu un flirt, et finalement leur début de relation s'est un petit peu arrêté prématurément. Et on devine évidemment, donc là je suis obligé de spoiler, mais bon, que c'est en lien avec son nouveau job. Donc bref, il y a cette petite fête qui est organisée, et donc quelqu'un a décidé
Donc bon, après c'est un détail, c'est pas très important, mais bon, ce qui est important c'est le contexte, c'est que quelqu'un a décidé donc que pour que comme il allait se retrouver tout seul, isolé au Japon, qu'il puisse avoir des souvenirs de ses amis, de ses proches ou ça, et puisque c'est pas un CDI, c'est un travail pendant 1 an ou 2 ans, enfin je sais plus, c'est pendant une période limitée dans le temps, ce que j'ai cru comprendre. Et bref, donc pendant le temps de sa période au Japon, comme ça, il pourra revoir la cassette et voir ce que ses amis pensent de lui, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a eu cette idée-là. Et finalement, donc il y a un de ses meilleurs potes qui se retrouve avec la caméra à l'épaule et qui va filmer toute la petite fête et qui va aller faire un genre de tour de table, mais aller voir les invités un par un. À la base, c'était le frère qui devait faire ça, mais le frère avait pas trop envie. Il a refilé ça au meilleur pote de Rob. Mais bon, c'est pour pas non plus spoiler de trop. Mais donc bref, donc on a le meilleur pote de Rob qui filme, qui fait le tour, qui va demander un petit peu aux gens qu'est-ce qui en passe, tout ça. Et il y a des moments où durant tout le... Donc nous, on va voir tout ce qui va être filmé par cette caméra-là, mais par moments, ça peut paraître décousu, mais parce qu'en fait de compte, le gars qui a commencé à filmer, il n'a pas fait gaffe qu'il y avait déjà quelque chose d'enregistré sur la cassette. C'est son frère qui a commencé à filmer. Oui, et puis lui, il a repris en cours. Et donc il a pas regardé, on lui a donné la caméra, donc je savais pas ce qu'il y avait. Et en fait, ce qu'il y avait enregistré avant, c'était des moments... où Rob intime, où Rob avait passé du temps avec sa copine. Et donc du coup, par moment, on va savoir ce qui va se passer par rapport à cette histoire donc de Rob ainsi que ses proches et tout. Et par moment, on va avoir des moments d'image avec Rob et la copine. Donc du coup, ça peut sembler décousu, mais c'est expliqué dans le film. Voilà, c'est fait quand même de manière assez intelligente. Mais bref, donc il y a cette petite fête là qui est organisée. Bon, au début, ça a l'air de se passer pas trop mal, sauf que évidemment, donc la fameuse l'histoire qui s'est passée entre la fille et Rob est dévoilée et ça fait jaser un peu les gens. Donc les gens discutent tout ça. Bon, c'est pas super, tout ça, ça met pas forcément une super ambiance. Donc ça, c'est un petit peu le début, la base. Sauf qu'à un moment donné, il y a une explosion, il y a du bruit, il commence à y avoir des débuts de coupure de courant, tout ça, il se passe quelque chose de pas normal. Donc forcément, la première chose, c'est la curiosité. Donc les gens vont allumer la télé, ensuite ils vont descendre dehors dans la rue, ils vont essayer de comprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et puis passer donc j'essaie de ne pas trop spoiler, mais bon, passons après la phase de la curiosité, vient de la phase de sauf qu'il peut, faut se barrer. Donc là, donc du coup, on n'a plus tout le monde que l'on avait au début, donc là on a plus qu'une petite poignée de personnes qui vont suivre un petit peu le mouvement et des policiers, des secouristes, tout ça, qui vont indiquer la marche à suivre, qu'il faut passer le pont de Brooklyn, tout ça. Parce qu'on est en fait sur l'île de Brooklyn, donc Manhattan. Oui, l'île de Manhattan. Oui, mais je suis nul en géographie, ça je l'ai déjà dit 1000 fois. Ça se passe sur l'île de Manhattan. Pourtant, j'ai lu beaucoup de comics Spider-Man. J'ai joué aux jeux vidéo Spider-Man où ça se passe à Manhattan d'ailleurs. Mais bref, donc voilà, ça se passe sur l'île où habite Spider-Man. Sauf qu'on n'est pas dans un crossover, donc Spider-Man sera pas là pour aider les gens. Et donc, du coup, le seul moyen de quitter l'île de Manhattan, c'est de passer par le pont de Brooklyn. Donc là, j'ai bon là. Sauf que évidemment ça ne va pas se passer comme prévu et donc du coup nos chers amis que l'on va suivre durant toute cette aventure vont tenter de survivre, de comprendre ce qui se passe, à quoi ils ont affaire et en même temps il y a le flirt, donc la copine de Rob, où on ne sait pas trop s'ils sont ensemble, sont pas ensemble. En tout cas, toujours est-il qu'il a toujours des sentiments pour elle, et sachant qu'elle n'est pas en super situation, il va vouloir lui porter secours, tout en bravant les dangers de la menace qui pèse sur la ville. Et donc du coup, tout le premier film va se baser sur cette aventure-là, sur cette épopée-là, et ce sera entièrement filmé par la caméra, que nous on va voir. Alors on n'est pas sur un film style
style un film tout public, à voir en famille avec un happy end, et tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, les héros sont surpuissants, et rien ne peut les atteindre, et voilà. On n'est clairement pas sur ce genre de film là, donc je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais disons qu'on est sur un film qui veut faire penser à quelque chose de plausible, tout en mettant du fantastique dans l'histoire, ainsi que quand même des événements assez sombres que vont traverser les héros du premier Cloverfield. Donc je remets la petite moitié de l'écran pour montrer que voilà. Donc ça se situe dans cet endroit-là. Et d'ailleurs, on peut voir que quoi qu'il y ait là-bas, la Statue de Liberté, on voit bien à travers l'image qu'elle n'est pas intacte. Juste petit spoil que je peux dire, ils n'ont pas affaire à Godzilla. Donc voilà, on n'est pas sur un crossover avec Godzilla. Donc voilà. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais bon voilà pour le contexte du premier film. Et maintenant on va passer au second film. Alors, exercice assez difficile, celui qu'on a vu tout à l'heure, mais comment résumer donc Cloverfield 2 sans spoiler. Spoiler, donc on va essayer. Alors déjà, ce que je peux vous dire qui n'est pas un spoil, sûr à 100%, c'est que le film, j'avais vu la bande-annonce il y a quelques années de Dix Cloverfield Lane, et autant j'avais bien aimé le premier Cloverfield, autant j'étais vachement hypé, j'étais encore plus hypé pour voir le 2. Après, c'est vrai qu'à travers la bande-annonce, ça va, la bande-annonce elle dévoile pas trop, donc ça va, c'est pas trop abusé, parce que des fois il y a des bandes-annonces, ça te casse toute l'intrigue et c'est nul quoi. Mais ça va, dans mon souvenir, la bande-annonce ne spoilait pas trop, donc ça allait. Mais par contre, elle m'avait vachement hypé et je sentais qu'il y avait un énorme potentiel. Après, je ne voyais pas trop le rapport avec le premier film, mais je me disais qu'il y avait peut-être un lien. En tout cas, j'étais vachement hypé pour voir ce deuxième film-là. Et ça faisait très longtemps que je voulais le voir. Et à un moment donné, je ne le trouvais pas en DVD tout seul, en single. Et puis finalement, il y a quelques années, sur Rakuten, j'ai trouvé ce bundle qui réunissait le premier film et le deuxième. Donc du coup, comme j'avais déjà le premier film Cloverfield en single, en tout seul, du coup je l'ai revendu, je sais plus, peut-être sur le Bon Coin, je me souviens plus. Et donc du coup, j'ai gardé le bundle qui réunit les deux. Alors maintenant, on peut trouver le deuxième film, This Cloverfield Lane, tout seul. Il est trouvable, mais le jour où je le cherchais, je ne le trouvais pas, en fait, tout simplement. Donc c'était plus simple pour moi d'acheter le bundle avec les deux. Je l'avais acheté sur Rakuten de mémoire. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'étais vachement hypé, et finalement, j'ai pas été déçu. Ah, ce suspense de malade. C'est vrai que des fois on est tellement hypé par un truc qu'on est grave déçu. Et franchement, le film est tout simplement incroyable. Alors le premier film, Cloverfield, est mignon, il est sympa et tout, mais le deuxième est juste extraordinaire, quoi. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, mais le film est juste énorme, c'est vraiment de la balle, quoi. Alors pour résumer le film, donc on a bon, c'est pas un film avec beaucoup d'acteurs, mais c'est normal parce qu'on est plus sur le film style huis clos. Donc on a une fille, alors comment elle s'appelle déjà, ils disent Michel, voilà. Alors on a Michel, donc qui les premières minutes du film, elles sont sans parole, mais en fait c'est pour mettre un peu le contexte, la base, tout ça. On a Michel qui quitte sa maison, elle fait sa valise, ses bagages, elle s'en va. Il y a son copain ou compagnon qui essaie de la joindre par téléphone, tout ça, et on devine assez vite qu'apparemment, suite à une dispute, tout ça, il y a eu des soucis, et qu'après on ne sait pas tous les détails, mais elle a décidé de prendre la fuite, de s'enfuir. Donc on dirait un peu le début d'un road movie, avec évidemment la traditionnelle pause à l'air de la station de route pour faire l'essence et tout. Donc là, on est sur un début de road movie, sauf qu'on n'est pas du tout en road movie, donc c'est pour induire en erreur en fait. Le problème, c'est que la fuite de la demoiselle va vite tourner court, puisqu'elle va avoir un accident de voiture. Et du coup, quand elle va se réveiller en fait alitée dans un étrange endroit. Donc elle sait pas trop où elle est ni qu'est-ce que c'est. Alors j'essaie de ne pas spoiler, mais je suis obligé de spoiler quelques petits détails. Mais en fait, elle découvre qu'elle a été soignée, mais également qu'elle est attachée. Et donc du coup, dans sa tête, forcément, elle va se poser des questions. Elle va se dire, j'ai été kidnappée, il va falloir que je me barre. Donc ça, on va dire, c'est l'intro du film.
Après, le film, il est découpé en plusieurs parties. Après, vraiment, le gros morceau du film, ça va se passer en fait dans un genre de. Moi, je suis obligé de spoiler quelques détails, mais dans un genre de bunker. Je dis genre pour pas spoiler de trop, mais bon, voilà. Donc, on est dans ce qui pourrait être un bunker. Et donc du coup, Michelle se retrouve là et elle va être en compagnie de deux autres personnes. Donc le monsieur donc qui est joué par John Goodman et qu'il a ramené dans cet endroit-là. Et puis un autre homme, elle sait pas trop pourquoi il est là, tout ça. Donc ça après, elle va l'apprendre évidemment. Mais donc du coup, dans les premiers temps, son réflexe, ça va être de vouloir s'enfuir, mais son ravisseur, moi si on peut, voilà. C'est difficile de, on va dire à travers ce qu'elle pense en fait. Pour ne pas spoiler, je vais résumer à travers ce que pense Michel. Donc pour elle, c'est le gars qu'elle pense être son ravisseur. Lui, elle ne sait pas trop quelles sont ses intentions, mais il n'est pas très rassurant. Elle pense être séquestrée et il lui assure que c'est dangereux d'aller à l'extérieur, qu'il ne faut surtout pas aller dehors, qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu une attaque, que l'air est irrespirable et que si elle sort, elle va mourir. Sauf que évidemment, ça c'est la version de son ravisseur. Donc, est-ce qu'elle peut le faire confiance, surtout qu'il est pas très net. Mais il s'avère qu'elle va vite se rendre compte qu'ils ne sont pas deux dans ce bunker-là, ils sont trois. Et donc, du coup, une grosse partie du film va se passer dans cet endroit-là, et ça va être à la fois chercher à comprendre ce qui se passe et à chercher à s'enfuir, à regagner la liberté et à regagner l'extérieur. Ça va être le projet de Michel. Et puis on a une troisième partie dont je ne peux pas vous parler sous risque de spoiler. Et cette partie-là, je vous en parlerai tout à l'heure dans la rubrique spoiler. Mais on est vraiment sur un film style huis clos avec beaucoup de rebondissements, avec l'attention, on est sur un style thriller huis clos avec beaucoup d'originalité et qui rappelle furieusement un épisode de la série télé Metal Hurlant Chronicle. Alors je sais plus si c'était un épisode de la saison 1 ou saison 2, mais voilà, c'est une série qu'on avait beaucoup aimé avec The Glut, et il y avait un épisode comme ça avec une femme qui se retrouvait dans un genre de bunker tout seul avec un homme, et il lui assurait qu'il y avait une catastrophe à la surface, genre bombe atomique ou quoi, et qu'il n'y avait plus rien, que tout était détruit, qu'il fallait surtout pas sortir dehors. Et la femme donc dans cet épisode de Metal Hurlant Chronicle, elle croyait que le type elle en avait après elle, que c'était des mythos, et finalement si on a vu l'épisode on sait la vérité. Mais évidemment je ne vais pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais disons que le film fait quand même pas mal, rappelle furieusement cet épisode là de Metal Hurlant Chronicle. Alors après, est-ce que l'épisode est sorti avant ce film ou le contraire, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une inspiration ou est-ce que c'est juste une coïncidence, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je ne peux pas vous en dire plus là tout de suite sans spoiler, mais vraiment j'ai adoré Cloverfield Lane, et ce que je peux vous dire c'est que effectivement on est dans une trilogie, et donc il y a au moins un point commun, c'est le titre. Je vous dirai pas plus pour pas spoiler. Mais voilà, on est vraiment sur un super film que je recommande, mais après c'est vrai que pour l'apprécier pleinement, ça serait dommage de ne pas voir le premier film avant, quoi. Je pense que je me suis pas trop mal sorti. Qu'est-ce que t'en penses, Zglut? T'es là ou tu t'es endormi? T'avais bien aimé le film, le deuxième là? Allez, on va regarder ensemble les fiches Wikipédia. Ah oui, ici. Avant que j'oublie là, il y a dans le premier film Cloverfield, alors il a un petit rôle qui c'est juste pendant 2-3 minutes, mais on voit durant 2-3 scènes un des acteurs principaux de la série Superstore qui était diffusée sur une chaîne de la TNT, je sais plus si c'était sur Énergie 12 je crois, qui était diffusée le soir à la place de Big Bang Theory. Et du coup qu'on peut retrouver sur Netflix. Alors j'ai adoré cette série, donc j'ai vu toutes les saisons qui étaient proposées sur Netflix.
Donc j'attends la suite s'il y a une suite. Et du coup, l'un des acteurs principaux qui joue dans Superstore, c'est Ben Feldman. Et il joue. Mais je sais plus comment il s'appelle son personnage dans Superstore. Joshua, c'est ça, ouais. Et donc on le retrouve dans un des invités, donc je sais plus quel rôle il joue, mais on le retrouve dans un des invités du premier film Cloverfield, dans la petite soirée au début. Après on le revoit plus. Donc maintenant, alors, Cloverfield. Cloverfield est un film américain réalisé par Matt Reeves, sorti en 2008. Écrit par Drew Goddard, le film relate l'histoire d'un monstre inconnu ravageant dans la ville de New York, dans laquelle Rob Hawkins et ses amis tentent de survivre. Les acteurs principaux du film sont Michael Stat David, Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzie Kaplan, nommée pour le Saturn Award de la meilleure actrice dans un second rôle, T.J. Miller et Odette Huseman. À sa sortie, le film est un grand succès commercial et obtient de très bonnes critiques de la part de la presse spécialisée et des spectateurs. Il engendre la création d'une franchise qui donne lieu à 2 suites, This Cloverfield Lane en 2016 et The Cloverfield Paradox en 2018. Un 4e film, Overlord, initialement prévu comme faisant partie de l'univers Cloverfield, a finalement été annoncé comme étant un film indépendant. Une suite à la franchise est en développement. Oui, j'en avais entendu parler d'Overlord et que finalement ça avait été démenti que c'était pas une suite. C'est le seul du coup qu'on n'a pas en DVD. Et j'aimerais bien l'avoir un de ces 4. Mais du coup, apparemment, ça parlerait de zombies, ça n'aura strictement aucun rapport. À moins qu'il y ait un petit lien quelque part dans l'univers étendu, je ne sais pas. Bon, après, il y a le synopsis qui raconte tout. Alors, Cloverfield. Sorti aux États-Unis le 16 janvier 2008 en première mondiale à Hollywood. Ensuite, aux États-Unis et au Canada le 18 janvier 2008. En France et en Belgique le 6 février 2008. En Suisse le 13 février 2008. Casting, donc Michael Stelt, David, T.J. Miller, Jessica Lucas, Odette Huseman, Lizzie Kaplan, Mike Vogel, Ben Feldman, Billy Brown, Chris Mulkey, Brian Klugman, Theo Rossi, Kelvin Yu, Lisa Lapira, Lily Mirojnik, Charlene Yi, Matt Reeves et Tim Griffin. Production. D'après David Fury, ce sont des recherches effectuées sur l'origine du bloop qui aurait inspiré J.J. Abrams. Le bloop est un son ultra basse fréquence détecté dans l'océan Pacifique par le National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA à plusieurs reprises durant l'été 97 et dont l'origine reste aujourd'hui inconnue. Un premier projet de série télévisée fut abandonné en décembre 2005 au profit d'un film. Dès les premières secondes du film, au moment où apparaît le nom de la Paramount, on entend des coups sourds. En février 2007, Paramount Pictures lance secrètement le projet Cloverfield, produit par J.J. Abrams, réalisé par Matt Reeves et scénarisé par Drew Goddard, d'après une idée initiale de J.J. Abrams. Le casting est conduit sans aucun script ne soit envoyé aux candidats, et ce sont des acteurs inconnus qui sont choisis. Leur contrat leur interdit de révéler quelques informations que ce soit au sujet du film, avec un budget de production estimé à 25 millions de dollars. Le tournage commence à mi-juin en 2007 à New York. Accueil critique. Sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes, le film récolte 77% d'opinions favorables pour 209 critiques. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 64 sur 100 pour 37 critiques. En France, le film obtient une note moyenne de 3,6 sur 5 sur le site Allociné qui recense 24 titres de presse. Après, il y a des distinctions. Saturn Award 2008, American Society of Composers. Après, il y a pas mal de choses, donc je ne vais pas tout lire. Il y a de très longs pavés. Ça parle de monstres. Ça parle également de références apparemment à Cthulhu, qui est un monstre issu des univers mythiques de Lovecraft. Après, ça parle de la promotion du film. Le style esthétique et références où on cite Cannibal Holocaust, Projet Blair Witch. Après ça parle des suites. Après je peux pas trop lire pour ne pas spoiler, donc voilà, on va passer à la fiche maintenant du deuxième film, This Cloverfield Lane. This Cloverfield Lane est un thriller de science-fiction post-apocalyptique américain réalisé par Dan Trachtenberg et sorti en 2016. Son scénario a été écrit par Damien Chazelle, Matthew Stucken et Josh Campbell. Il s'agit du deuxième film de la franchise Cloverfield. Le film a été développé à partir d'un script intitulé The Cellar, mais avec l'arrivée de Bad Robot à la production, il a été désigné comme le successeur spirituel de Cloverfield. Dans l'histoire de cette œuvre, on suit une jeune femme, Mary-Elizabeth Winstead, qui après un accident de voiture se réveille dans un bunker souterrain avec 2 hommes, John Goodman et John Gallagher Jr.,
Ces derniers lui racontent qu'un événement les a obligés à vivre sous la surface de la Terre, qu'ils qualifient d'inhabitable. La narration du film adopte un point de vue externe au personnage, contrairement au film précédent, où l'on suivait l'histoire de point de vue de personnages à la première personne. Il est sorti le 11 mars 2016 aux États-Unis et le 16 mars en France et dans toutes les autres salles de cinéma du monde entier. Le film a été acclamé par la critique, faisant les louanges de la performance du casting et de l'atmosphère tendue et pleine de suspense du film. Au box-office, le film connaît un certain succès avec 110 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Après, donc, on a la présentation générale et synopsis détaillé, donc ça va spoiler à mort, donc ça je vais zapper, je vais pas lire. La fiche technique, donc This Cloverfield Lane, en anglais The Cellar and Valencia. Budget 15 millions de dollars. Durée 103 minutes. Sortie aux États-Unis le 11 mars 2016, en France le 16 mars 2016. Casting Mary-Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr., Maya Erskine, Matt Veyro, Douglas Monsieur M. Griffin, Sidney Hogan, Bradley Cooper, Ryan Martin Dower. On va regarder vite fait la fiche de John Goodman. Je l'ai vu dans plein de trucs, c'est un des acteurs ultra connus. On va survoler un petit peu sa fiche Wikipédia et voir les choses les plus connues dans lesquelles il a joué. Apparemment, il aurait même doublé des jeux vidéo. Alors, rien que pour le cinéma, alors il y a Un flic aux trousses, SHUD, True Story, Arizona Junior, Mélodie pour un meurtre, Arachnophobia. Ouf, ce film me fait faire des cauchemars encore. Je le déconseille. Surtout si vous aimez pas trop les araignées. La famille Pierre à Feu, Le Petit Monde des Borrowers, Blues Brothers 2000, The Big Lebowski, O Brother, Coyote Girl, Divine mais dangereuse, il a fait plein de trucs, mais je pourrais pas tout lire parce que c'est trop long. Argo, Very Bad Trip 3, Transformers, l'âge de l'extinction, This Cloverfield Lane forcément, Kong Skull et Iceland, Valerian et la cité des 1000 planètes, Atomic Blonde. Il a fait des doublages de films d'animation, il a joué dans des téléfilms, dans les séries télé pour en citer quelques-unes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Community, Roseanne, mais je me souviens d'une série dans laquelle il a joué que je la vois pas ici, c'est bizarre. Non, il est pas, la fiche Wikipédia est pas complète. La série avec Samolo, là, je sais plus comment ça s'appelait, là, donc un flic de Hong Kong ou un truc comme ça, ouais. Il jouait dedans, il me semble. Et là, je le vois pas marqué sur sa fiche Wikipédia. À moins que je me trompe, mais. Après, il a fait des doublages dans des séries d'animation et dans des jeux vidéo, dans Rage de 2011 et dans Lego l'Indestructible. Il a énormément de récompenses et beaucoup de nominations, donc c'est un acteur vraiment ultra connu. Alors pour revenir à la fiche de This Cloverfield Lane, alors là on parle de la jeunesse et développement. Alors je vais peut-être pas tout lire parce que c'est un petit peu long. Le film avait cependant été développé sous le titre The Cellar et n'avait initialement aucun lien avec Cloverfield. Il devait être produit par Insurge Pictures, filiale de la Paramount spécialisée dans les films à très petit budget. À la suite de la fermeture de la société, le film est alors orphelin et la Paramount décide de procéder à des réécritures du script par Daniel Cazé et Damien Chazelle pour lier le film à Cloverfield. D'accord, donc il y avait la base et puis après le reste a été modifié. Mais ça va, franchement, c'est plutôt bien fait. L'acteur John Gallagher Jr. explique qu'étant donné que le titre n'est pas Cloverfield 2, on peut comprendre qu'il s'agit d'une suite et d'un film en référence à une adresse, 10 Cloverfield Lane. Je peux tout révéler, c'est la suite de Cloverfield sortie en 2008. Le réalisateur ajoute, c'est un film unique qui n'est ni un préquel ni une suite, mais s'inscrit dans le même esprit et le même temps que Cloverfield, mais sans lien direct. Ah bon? C'est le premier long métrage de Dan Trachtenberg, connu comme cela pour de nombreux podcasts. Tournage. Le tournage a eu lieu, scénario. Le scénario rappelle
le scénario de Protège-moi, l'épisode 2 de la saison 1 de Metal Hurlant Chronicle, avec Michelle Ryan et James Master. Ah, c'est marrant du coup. C'est exactement de ce que je parlais tout à l'heure. Sortie, la première bande-annonce, machin, l'édition en support physique Blu-ray DVD disponible en France depuis le 26 juillet 2016. Campagne marketing virale. À partir de la diffusion de la première bande-annonce, la société de production lance une campagne marketing virale sous forme d'un jeu en réalité alternée, plongeant les internautes à travers le scénario. Bon, après, ça risque de spoiler quelques trucs. Après, ça parle du box-office, des clins d'œil. Au début du film, Michel fait le plein dans une station d'essence appelée Kelvin's, chez Kelvin en français. Ce nom revient dans plusieurs films réalisés ou produits par J.J. Abrams. Le USS Kelvin est un vaisseau spatial dans Star Trek. Dans Super 8, une station d'essence s'appelle Kelvin, gasoline. Oui, Carla, on est là. Kelvin Iman est un personnage de la série télévisée Lost les Disparus. Kelvin étant le nom du grand-père de J.J. Abrams. Par ailleurs, plusieurs easter eggs sont présents sur les fiches images du film, la tête du robot de la société de production de J.J. Abrams, Bad Robot, ainsi que le prénom de Megan gravé sur l'arbre au premier plan. Ah, voilà, c'est ça que ça me dit quelque chose. À un moment donné, ils parlent d'un hôpital dans le film, vers la fin du film, et là, ils disent l'hôpital dans les questions et le Mercy Hospital comme celui de Juliette Fordide. Ouais, c'est ça, je me disais, mais d'où je connaissais ce nom-là, en fait. Il y a une scène à un moment donné avec un message radio. Donc là, je peux pas trop en dire pour pas spoiler, mais il est question d'un hôpital, l'hôpital Mercy. Et à la façon dont c'est présenté tout ça, ça me faisait trop penser en fait à l'hôpital de Letfordid. J'ai passé des dizaines, voire même des centaines d'heures sur ce jeu-là sur PC à l'époque quand il était sorti, le 1. Je faisais même les modes de jeu faits par les fans, tout ça. Donc, et c'était l'hôpital No Mercy, ou je sais plus comment ça le disait. Bref. Suite. À la sortie du film, le producteur J.J. Abrams n'exclut pas la possibilité d'un troisième film Cloverfield. Nous avons tous travaillé sur l'histoire d'un personnage qui à mon sens est très forte, et à la fin du film, comme c'est le cas, beaucoup d'histoires qui fonctionnent comportent cette sensation qu'on est à l'aube d'un nouveau chapitre. Bien sûr, reste à voir ce qu'on en fera, mais ça reste une possibilité. Évoqué dès 2012, le projet The Cloverfield Paradox est tourné dès juin 2016. Ce n'est qu'en octobre 2016 qu'il est annoncé qu'il s'agit du troisième film de l'anthologie Cloverfield. Voilà, donc c'est tout ce que je peux lire sans spoiler. Alors, on va voir maintenant pour la disponibilité DVD. Ouais. Merci Carla. Non mais t'inquiète, reviens Carla. J'ai fait tomber le DVD à côté. Je sais plus ce que je remettais la caméra pour le retour caméra, tout ça. Donc, parce que je sais plus sinon où j'en suis. Donc voilà ce que je peux vous dire sans spoiler. Donc maintenant on va voir la disponibilité DVD, et puis après en tout dernier ce sera la rubrique spoiler. Donc le DVD, donc nous j'avais acheté le bundle comme ça sur Rakuten. Il était vendu 9 sous blister par un particulier. Je sais plus de combien j'ai payé le petit boîtier double DVD avec les deux films, donc ça je ne saurais pas vous dire. D'ailleurs, je sais pas trop où on peut acheter ce genre de DVD là, mais ce style-là de boîtier avec des compiles de plusieurs films, alors c'est pas la première fois qu'on en achète. On en a eu acheté plusieurs pour d'autres films, mais c'était souvent dans le magasin Action. Et Action, il me semble que c'est une franchise belge ou luxembourgeois, un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, il y en a beaucoup en Belgique, les magasins Action, avant d'arriver en France. C'est pas très français comme la façon dont j'ai parlé, excusez-moi. Et donc, je pense par exemple à une compilation qui regroupait 3 Underworld. On avait acheté Action et d'autres films aussi. Et donc, c'est le genre de boîtier que l'on trouve souvent dans les trucs Action. Donc, ça se trouve, c'était vendu à Action à la base. Donc on va voir. Donc sinon on peut trouver les DVD tout seul, ou alors dans un coffret qui réunit les 3 films. Mais ce boîtier là pour les deux, franchement je sais pas où on peut le trouver. Alors après j'ai regardé sur Amazon, j'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites. Il y a la Fnac, il y a le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, etc. Sur Amazon par exemple, si on voit pour le premier film tout seul, expédié vendu par Amazon, il est à 7,92. Pour le deuxième film, Cloverfield Lane tout seul, expédié vendu par Amazon, est à 13 €, donc ça fait 13 et 7,92, ça fait quasiment 21 €.
Par contre, le coffret DVD où il y a les 3 films, Cloverfield 1, 2 et 3, il est expédié et vendu par Amazon à 18,99. Donc 19, 20, 21. Ouais, ça fait économiser 2 ou 3 euros. Sauf qu'il y a le 3e film en plus, donc ça revient que le dernier film, ça fait que ça coûte moins cher d'acheter le coffret trilogie, et en plus on a un film en plus, donc ça vaut le coup. Donc si quelqu'un veut les Cloverfield et qu'il n'en a aucun, donc pour commencer une collection, c'est plus intéressant de prendre directement le coffret. Alors en DVD, donc le trilogie est à 18,99 €, mais il y a aussi le coffret Blu-ray. Le coffret Blu-ray est à 19,01 € sur Amazon, expédié vendu par Amazon. Donc ça c'est pour donner une idée un petit peu des prix et de la valeur. Alors après évidemment si on cherche chez les particuliers, les vendeurs pro ou en occasion, on peut peut-être trouver moins cher. Non, mais ça permet de se faire une petite idée. Voilà. Nous le 3e DVD, je sais plus, il faudra que je regarde sur les fichiers Excel où je note tous les DVD que l'on a achetés. Donc je note en général l'endroit où j'ai acheté, donc sur quel site ou dans quel magasin. Je pense que c'était dans un hypermarché, peut-être dans un Leclerc, je sais plus pour le 3e, je verrai. Mais là de tête je pourrais pas vous dire. Donc maintenant on va parler un petit peu de spoilers. Donc je vais spoiler certains détails des films. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à arrêter la vidéo là, et puis je vous dis donc une très bonne soirée, un bon week-end, et puis à très bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes curieux ou que vous avez déjà vu les films et que voilà, vous voulez écouter la suite. Alors, le premier film était pas mal, mais je l'avais trouvé un petit peu frustrant. Déjà la première fois que je l'avais vu, et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que la fin, en fait, il y a trop de choses qui restent en suspens. C'est le mot que je cherchais, c'est suspens. C'est vrai qu'on voit le monstre géant, on le voit par bout à plusieurs endroits, plusieurs reprises, mais on le voit rarement de plein pied et de manière assez visible. Donc on ne sait pas trop qui il est, qu'est-ce que c'est. Mais il a la carrure, il a la taille de ce que pourrait être Godzilla, sauf qu'on n'est pas sur un Godzilla. Il est assez monstrueux. On ne sait pas d'où il vient. Donc il attaque Manhattan, mais si c'est un monstre qui a toujours vécu sur Terre, les gens, du coup, les héros du premier film se posent des questions si c'est pas d'un monstre qui a été libéré par une faille sous-marine, qui a toujours vécu sur Terre, ou si c'est pas un extraterrestre, tout ça. Donc on ne sait pas d'où il vient, comment il est arrivé sur Terre, comment personne ne l'a jamais remarqué avant, comment un tel monstre a pu passer inaperçu tout ce temps-là. Donc c'est quand même un mystère incroyable et dont on n'a pas du tout de réponse. Et puis finalement, on ne sait pas trop ce que deviennent certains personnages. Donc on a plusieurs personnages dans les protagonistes principaux du film. On ne sait pas s'ils ont finalement survécu, s'ils sont morts ou pas, mais par contre, le couple final, donc le gars, le Rob, et puis la femme qui était partie sauver, a priori, à moins d'un gros revirement surprise, ou d'un genre, on vous a fait croire qu'ils n'avaient pas survécu, et finalement ils sont là quelque part dans le 3e film, je sais pas, mais a priori ça se finit très mal. Et puis du coup, on ne sait pas, est-ce que l'armée a réussi à venir à bout du monstre ou pas. On sait très peu de choses, on sait juste qu'il est capable de résister à des frappes massives d'armes, et on sait également que ce fameux monstre là est capable de faire apparaître, de créer des genres de répliques de lui-même ou d'autres monstres, on ne sait pas trop ce que c'est, des monstres beaucoup plus petits qui sont dans le style un petit peu xénomorphique, un petit peu comme pas comme les monstres de Starship Troopers, mais ça fait un petit peu comme des monstres mi-araignées, mi on sait pas trop quoi, et qu'ils ont un genre de venin assez particulier. Donc la moindre morsure de ces petits monstres là fait que du coup ça vous explose de l'intérieur, et on voit notamment un cadavre qui passe sur une civière, où on voit qu'il y a quelque chose qui est sorti du ventre de la personne, un petit peu comme un peu comme si c'était une référence à Alien, quoi. Donc sauf que c'est en plus éclaté. Donc voilà, il y a plein de choses, des mystères qui restent en suspens, et on n'en sait pas plus, et c'est assez frustrant parce que voilà,
surtout qu'il s'est passé masse de temps entre le premier et le deuxième film, donc voilà. Donc moi franchement j'étais hypé pour le deuxième film, surtout pour le côté huis clos, le côté mystère, le côté bunker, le côté et le fait qu'on aura peut-être des informations en plus sur Cloverfield et son univers. Alors, je sais pas, je sais pas. Alors c'est un film quand même avec plein de rebondissements. On sait jamais vraiment si qui est méchant, Smoker, qui est gentil. Et il y a des choses qui restent en suspens. Là aussi, pareil, c'est encore frustrant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le gars qui a récupéré la fille, qui veut qu'elle reste à tout prix, qu'elle reste enfermée dans le bunker, en fait, il fait un transfert de sa fille sur cette femme-là. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand dans une espèce de jeu style Pictionary, mais avec des mots et pas avec des dessins, à un moment donné, donc l'autre gars, là, qui est un peu plus jeune, il veut faire deviner le mot petite femme à leur hôte. Et leur hôte, en fait, on voit bien qu'il voit Michel comme une fille, en fait. Donc il fait un transfert de sa fille sur elle. Et donc du coup, il n'a pas d'intention malsaine, tout ça. C'est pas quelqu'un qui la séquestre pour lui faire des trucs chelous, quoi. Mais du coup, quand Michel elle apprend en fait qu'il avait peut-être pas tort quand elle voit qu'il y avait une survivante à l'extérieur, qui au moment où Michel était sur le point de quitter le bunker, de s'enfuir, et qu'elle voit que finalement qu'il y avait une survivante à l'extérieur qui voulait à tout prix rentrer, mais qui avait le visage complètement défiguré et qui était devenue complètement barge. Euh, et donc, du coup, Michel comprend que finalement, il avait peut-être dit la vérité, que finalement, il y a peut-être vraiment quelque chose qui a rendu l'air contaminé, tout ça. Et du coup, je pensais par exemple aux radiations qu'il y avait par moment dans l'univers de Fallout. Et donc, du coup, elle commence à croire son hôte, tout ça. Et du coup, donc, il y a un moment de flottement où finalement elle s'y est fait, tout va bien, donc elle est plus sur la défensive. D'ailleurs, on voit un petit moment de bonheur où tous les trois ils font des activités ensemble, ou des fois à tour de rôle, ils regardent des films dans le bunker, donc des VHS, ils font des puzzles, ils dessinent, ils plaisantent, ils discutent. À un moment donné, même, il y a plusieurs musiques qui sont jouées, notamment la musique qui était mise lorsqu'il faisait la promotion de la série Umbrella Academy à la télé, et qui a fait que j'étais super hypé pour avoir un jour Netflix, parce que je voulais énormément voir Umbrella Academy. Et donc du coup il y a cette petite musique qui est juste géniale, quoi, et qui est des circonstances, parce que finalement d'un coup la tension elle descend, tout ça c'est un travail de génie qui a été fait sur le film, parce que pendant tout le temps où il y a la suspicion, tout ça, il y a la tension, tout ça, on sait pas trop. Et puis finalement, au moment où toute la tension retombe, finalement tout va bien, il s'éclate, il y a des petites musiques super cool. Et puis finalement, à un moment donné, il y a un élément perturbateur qui arrive, donc du coup ça relance dans le truc. Et l'élément perturbateur, donc il faut aller relancer les générateurs, sinon ils n'auront plus d'air, sinon ils vont mourir. Il n'y a qu'une seule personne qui peut passer par la trappe, c'est la fille, parce que les autres, parce que l'autre il est trop baraqué, John Goodman il est trop costaud, et puis l'autre gars, le jeune, lui il a le bras dans le plâtre et tout, donc il peut pas passer. Donc il y a quelqu'un qui peut y aller, et au moment où elle est en train de se retrouve dans une pièce où elle remet le générateur en route, elle tombe sur un pendentif, le pendentif qui aurait appartenu à la fille. Sauf que la fille de l'autre est censée être à Los Angeles. Et en plus, il y a du sang sur le pendentif. Donc là, il y a à nouveau du coup les questions qui commencent à tourner autour dans sa tête, tout ça. Elle a un mode, mais et si finalement elle était jamais partie à Los Angeles, et si il est arrivé un malheur à sa fille, et si, trop de et si. Donc du coup, elle va parler de tout ça à l'autre gars, le jeune, tout ça, et essayer de monter des plans ensemble, de trouver une solution pour partir, puisque
de toute façon, le problème c'est que à l'extérieur, apparemment, ils peuvent pas respirer. Ils vont mourir s'ils sortent comme ça, donc ils sont condamnés s'ils sortent. Mais s'ils restent à l'intérieur, ils vont se retrouver avec peut-être un serial killer ou quoi. Et, et finalement, puisqu'apparemment, donc l'autre gars lui apprend en fait, en voyant les photos, que la fille, en fait, c'était pas du tout la fille du gars, que la fille des photos qu'elle lui avait montré, en fait, c'était d'une fille du lycée où il avait été. Donc bref, c'est qu'il avait menti l'autre. Donc soit il reste dans le bunker avec un autre qui est peut-être un psychopathe, soit ils vont à l'extérieur et ils risquent de mourir. Donc du coup, la seule solution est parce que comme l'autre était super paranoïaque, en fait, il avait mis énormément de choses dans le bunker, notamment des livres sur la survie, tout ça. Et donc du coup, ils vont fabriquer au moins une tenue, genre de tenue un petit peu comme les scientifiques, tout ça dans les films de science-fiction et les contaminations à virus. Donc elle va fabriquer une tenue et seulement un des deux pourra sortir pour aller chercher de l'aide. Ça c'est le but. Sauf que évidemment les choses vont mal se passer et ça va tourner vraiment au drama dans le bunker. Puis finalement quand Michel va pouvoir sortir dehors, eh bien, il va y avoir évidemment un moment de panique et tout lorsque sa combinaison va avoir un trou et tout. Heureusement, elle a scotch, donc elle va se remettre le scotch rapidement, tout ça. Ça va être une panique de malade. Et puis finalement, elle va voir des oiseaux dans le ciel et puis elle va voir autour d'elle tout ça normal, tout ça. Et puis elle s'est dit, elle va se dire que finalement, peut-être que ce que le gars il avait affabulé, que c'était des grosses conneries, que c'était des mythos et tout. Donc elle enlève son machin. Et puis finalement, donc au moment où on va appeler les secours et tout, en pensant que c'est des hélicoptères, puisque ça faisait des bruits d'hélicoptères, en fait, ce qu'elle a cru être des bruits d'hélicoptères, en fait, c'était un vaisseau extraterrestre. Et finalement, elle va se trouver confrontée à des extraterrestres, tout ça, des genres d'extraterrestres assez étranges. Même le vaisseau, on dirait qu'il est à moitié organique, à moitié extraterrestre, pas extraterrestre. C'est assez bizarre, c'est en partie organique, en partie mécanique. Et il y a également des créatures, tout ça, des créatures cheloues. Et ça ressemble pas du tout aux créatures du premier film, mais ça, du coup, on sait pas trop quoi. Et donc, du coup, elle va tenter de survivre à tout ça. Et à un moment donné, donc le fameux vaisseau extraterrestre, on le voit larguer le fameux gaz en fait qui sert à tuer tous les humains. Et en fait, c'est bien une guerre qui est menée, mais une guerre des extraterrestres contre les humains. Et c'est là qu'elle se rend compte en fait que tout ce qu'il disait, donc l'autre qui était soi-disant paranoïaque, c'était un psychopathe, tout ça, qui en fait il avait peut-être pas, il était peut-être pas très net, mais en fait il avait peut-être raison surtout sur une grosse partie de ce qu'il racontait. Et que finalement, donc, du coup, ça le fait ça le fait pas du tout. Donc, du coup, il faut qu'elle parte courir en urgence pour se remettre le truc sur la tête et tout, pour pouvoir respirer. Elle va devoir survivre, combattre ça. C'est un truc de dingue. Et du coup, on sait pas trop s'il y a vraiment un lien entre le premier et le deuxième film, puisque c'est pas le même type de créature. Mais, il y a un mais. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises dans le film, l'hôte du bunker, il fait référence à son ancienne fille. Il a été dans les marines, mais il a également travaillé dans les trucs, dans l'espace, dans les dans les trucs de station spatiale, ou je sais plus comment on appelle ça, non, dans les d'antenne réception, enfin je sais plus trop quoi. Et d'un truc d'antenne satellite ou je sais pas quoi. Et j'avais lu quelque part, alors je sais plus, il y a longtemps, mais j'avais lu le synopsis du troisième film Cloverfield Paradox, et apparemment donc ça semble faire écho au troisième film, donc à voir quand on l'aura vu demain si on aura plus de réponses ou pas. Mais bon, pour le moment, le lien entre le premier et le deuxième film est bizarre, donc je ne sais pas trop, à part le titre du film, mais il est bien question dans le deuxième film d'extraterrestres et de créatures un peu monstrueuses. Mais les monstres du premier film ne font pas forcément penser à des extraterrestres. Donc, à moins qu'il s'agissait de monstres ou d'armes envoyées par les extraterrestres en premier temps pour faire le ménage, en fait, pour éliminer le gros des humains,
et qu'après c'est la seconde vague, donc comme disait justement, parce qu'il parlait de seconde vague Lot Paranoïaque, et justement ça, il y avait un film qu'on avait vu avec Zuglut et qui était tiré d'un roman qui s'appelait La cinquième vague, qui parlait de plusieurs vagues que menaient comme offensives extraterrestres, et que finalement qu'ils éliminaient les terriens par plusieurs vagues. Et donc, est-ce que la première vague, c'était pas le monstre géant du premier film, et la seconde vague, le gaz pour tuer les humains, tout ça, et ces espèces de monstres et de vaisseaux spatials qui patrouillent pour éliminer les humains restants. Donc ça, on sait pas trop. Donc à voir donc le troisième film si on a plus de réponses, mais évidemment il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Si j'ai parlé tout à l'heure donc à un moment donné de l'hôpital Merci, tout ça, c'est parce qu'à un moment donné finalement après avoir survécu et affronté donc un vaisseau extraterrestre qu'elle a réussi à combattre et détruire à elle seule, donc ça fait un peu d'elle un genre de replay, donc pour ceux qui connaissent la saga Alien, où ça peut paraître complètement pété mais pourtant c'est plausible. Et donc bref, donc elle arrive à prendre une voiture et elle se barre, mais comme quand elle se confessait qu'elle avait rien d'autre à faire que discuter dans le bunker, qu'elle parlait avec le jeune, pas de l'autre mais avec le jeune, ou ça avec l'autre qu'elle avait dit ça, je sais plus, à un moment donné dans le bunker elle avait parlé qu'elle prenait toujours la fuite, et chaque fois qu'il y avait un problème elle prenait la fuite, elle allait jamais affronter les soucis, et d'ailleurs c'est ça qui l'avait amené à partir et puis du coup à avoir l'accident de voiture et à se retrouver dans le bunker, c'est que elle avait eu une dispute avec son compagnon et du coup sa première solution c'était de prendre la fuite. On ne sait pas trop quelle était la dispute et qu'est-ce qui s'était passé, mais on sait juste qu'à un moment donné il lui téléphone et il dit qu'il veut discuter avec elle, essayer de mettre les choses à plat, tout ça, essayer de voir si on peut pas arranger les choses. Mais elle, son premier réflexe c'est la fuite, mais elle explique que c'est par rapport à son passé, son enfance, comme elle a été maltraitée, tout ça, son réflexe c'est toujours de prendre la fuite. Et donc toute cette mésaventure dans le bunker et il y avait des extraterrestres, en fait ça a fait en quelque sorte une sorte de thérapie, puisque au moment où elle va se retrouver à une intersection, il va y avoir un panneau avec deux routes possibles, et c'est là qu'elle entend un message radio qui explique que la sortie pour partir c'est dans cette direction là, mais par contre si vous avez des notions qui pourraient être utiles de secourisme ou que vous êtes capable de vous battre, de combattre, on a besoin de votre aide à tel endroit. Et donc du coup elle se retrouve à cette intersection, elle écoute ce message là, et finalement un message qui est sans doute diffusé en boucle. Du coup elle décide de prendre la direction des forces rebelles, donc des forces humaines qui se battent contre le front extraterrestre et qui ont jusque-là, donc comme ils disent dans le message radio, qu'ils ont réussi à repousser et à tenir tête aux extraterrestres, et et que toute aide est bienvenue. Et donc elle a décidé de ne plus fuir, mais finalement d'affronter et d'aller de l'avant. Donc je ne sais pas si dans le troisième film on reverra des personnages du 1 ou du 2 ou des deux, ou si ce sera que des nouveaux personnages, je n'en sais rien du tout encore. Je peux pas vous dire, mais en tout cas j'ai trouvé ce troisième film très intéressant. Après, le lien entre les deux premiers films est pour le moment assez étrange, puisque les créatures ne sont pas du tout les mêmes, mais bon, on peut imaginer beaucoup de choses avec de l'imagination. Mais bon, voilà. Après, je conseille quand même de les voir dans l'ordre chronologique, donc d'abord Cloverfield et Cloverfield Lane, mais ma préférence et mon coup de cœur va surtout pour le deuxième, pour le Cloverfield Lane, qui est vraiment extraordinaire. Un film coup de cœur. Donc voilà, je suis pas déçu du tout. Donc voilà, c'est tout. J'arrête de vous embêter, ça fait quasiment 1 heure que je parle. Je suis désolé, je vous dis à très bientôt, une bonne fin de soirée et une bonne continuation de week-end. Salut, salut, au revoir.